Le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une série de victoires marquées du sceau d'Hitler. Bonjour, chers amateurs d'histoire. Alors, on a vu précédemment à quel point les tensions sont de plus en plus vives entre les pays de l'Axe d'un côté et les Alliés de l'autre. Et ces tensions s'avivent de plus en plus lorsque Hitler montre son ambition de vouloir s'emparer de la Pologne. Alors, éventuellement, c'est le conflit. En septembre 1939, l'Europe plonge dans la guerre. Et alors que les Britanniques et les Français, au tout début, sont tout à fait confiants parce qu'ils comptent sur une grande supériorité numérique avec un équipement de guerre beaucoup plus conséquent, alors ils s'attendent à gagner facilement cette guerre. Or, à la stupéfaction générale, Hitler vole de victoire en victoire. Alors, cette guerre, éventuellement, va devenir, avec l'entrée en guerre de l'URSS et plus tard des États-Unis, cette guerre va devenir encore une fois mondiale. Le conflit devient généralisé à l'ensemble de la planète. Et cette guerre, la plus terrible de l'histoire de l'humanité, va profondément transformer le monde. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, quand la guerre éclate, les alliés, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la France et la Pologne, semblent plus puissants que l'Allemagne. En effet, ils sont plus nombreux. Alors, ces trois pays réunis représentent environ 128 millions d'habitants, contre seulement 85 millions du côté des Allemands et de leurs alliés. D'autre part, l'arsenal militaire des Français et des Britanniques est plus important et surtout, le Royaume-Uni contrôle les mers. Il a la première flotte au monde. Alors, on s'attend du côté des Alliés à remporter facilement cette victoire. L'Allemagne, pense-t-on, va rapidement manquer de ressources du fait que le Royaume-Uni va pouvoir couper facilement ses lignes d'approvisionnement en contrôlant les mers et les océans. Mais entre les adversaires, la stratégie diffère et celle d'Hitler va être de beaucoup supérieure à celle des Alliés. C'est qu'il faut savoir que la France, au départ, ne veut pas de cette guerre et elle va adopter de ce fait une stratégie de défense. Alors, elle a fait construire durant l'entre-deux-guerres la fameuse ligne Maginot, une ligne de défense réputée infranchissable, souterraine en grande partie avec des tourelles qui sortent ici et là du paysage et avec tout ce qu'il faut pour transporter les troupes d'un endroit à l'autre avec un système de chemin de fer enterré et tout ça. Donc, cette ligne Maginot est censée prémunir la France contre toute éventuelle attaque de la part des Allemands. Le problème, c'est qu'elle ne servira jamais, comme on va le voir plus tard. Alors donc, dans cette stratégie défensive de la France, les chars blindés sont censés servir pour la défense et non pas pour l'attaque. Et d'autre part, les Alliés comptent sur le blocus maritime du Royaume-Uni pour asphyxier l'Allemagne. Alors, en contrôlant les mers, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attend à ce que les Allemands finissent par manquer de ressources et doivent abandonner cette guerre. Alors, c'est pour cette raison que les Français et les Britanniques décideront de ne pas ouvrir de front à l'ouest, pendant que Hitler, pourtant, s'empare de la Pologne. Alors, c'est ce qu'on va appeler la drôle de guerre, parce qu'il n'y a pas de combat à l'ouest. Alors, la guerre est déclarée entre les Français et les Britanniques d'un côté et les Allemands de l'autre. Pourtant, il n'y a pas de combat direct entre les deux. Et on laisse les Polonais se débrouiller tout seuls. Et l'idée étant qu'on s'attend à ce que les Allemands s'épuisent par eux-mêmes. Or, si la stratégie des Alliés est essentiellement défensive, au contraire, l'Allemagne a pour stratégie l'offensive. Alors, elle veut absolument éviter une guerre longue, car le pays risque de manquer de matières premières. Alors, rappelez-vous qu'il y a ce blocus dont je parle depuis tout à l'heure. Alors, la guerre d'Hitler, ce qu'ils appelaient la Blitzkrieg, reposait sur l'utilisation combinée des divisions blindées et de l'aviation. Donc, on a une vision moderne des combats. Et l'idée est d'être le plus rapide possible et de rompre le front et de mener une guerre de mouvement qui vise à encercler l'ennemi. Et c'est ce qui va réussir à l'Allemagne. Alors, de toute façon, l'Allemagne ne peut pas se lancer dans une guerre lente parce qu'elle risque de manquer de ressources, donc il faut qu'elle fasse très vite.
Ainsi donc, en septembre 1939, la Pologne est envahie, sans déclaration de guerre, par l'Allemagne et puis par l'URSS. Et malgré le courage de la cavalerie polonaise qui fait face aux blindés allemands, ils vont se faire couper en tout petits morceaux et la Pologne va être vaincue en moins de 4 semaines. Alors, suite à ça, la Pologne est partagée entre les Allemands et les Soviétiques. Par le fait même, les élites polonaises sont massacrées. Donc, URSS, tout comme Allemagne, se sont emparés de la Pologne. Et ensuite, Staline, de son côté, profite de l'occasion pour envahir la Finlande et puis les pays baltes. Et ce qu'il faut mentionner à cette occasion, c'est que ni la Pologne, ni la Finlande, ni les Pays-Baltes n'ont reçu d'aide de la France ou du Royaume-Uni. Rappelez-vous que le Royaume-Uni avait déclaré que la Pologne aurait de l'aide du Royaume britannique si jamais elle était envahie et que la Pologne, de toute façon, avait aussi une alliance défensive avec la France. Alors, aucune des deux démocraties n'a bougé à cette occasion-là. Et c'est la raison pour laquelle, à l'Ouest, il se passe 8 mois sans combat. C'est ce qu'on va appeler la drôle de guerre. Mais les Français et les Anglais ne perdaient rien pour attendre. Alors, le 10 mai 1940, les Allemands vont les prendre complètement par surprise. C'est que l'armée allemande attaque soudainement les Pays-Bas et la Belgique, qui pourtant, théoriquement, sont neutres. Alors, l'idée étant de jouer le même tour que lors de la Première Guerre mondiale, c'est de contourner la frontière entre la France et l'Allemagne pour attaquer par le biais de la Belgique et la frontière entre la Belgique et la France est beaucoup moins protégée, comme pour la Première Guerre mondiale. Alors, les Allemands vont jouer le même tour aux Français que durant la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, les armées franco-anglaises interviennent un peu plus rapidement. Cette fois-ci, elles interviennent en Belgique, mais c'est insuffisant. Les troupes françaises se font défoncer par les blindés allemands. Alors à la fin mai, les Pays-Bas et la Belgique ont déjà capitulé. Et dès le 6 juin, l'offensive allemande reprend vers Paris. Et le 10 juin, l'Italie entre en guerre aussi contre la France. Alors la France est de plus en plus prise dans un étau. Et le 14 juin, vous voyez que c'est très rapide, les Allemands entrent déjà à Paris. Donc, c'est déjà le début de la fin pour les Français dans cette guerre où est-ce qu'ils n'ont à peu près rien fait jusqu'alors. Et le maréchal Pétain accepte de former un gouvernement et de demander l'armistice le 17 juin 1940. Alors, la France est déjà vaincue. Elle a été vaincue en seulement 5 semaines et la moitié du pays est déjà occupée par les Allemands qui ont fait prisonnier 2 millions de soldats. Le lendemain de la signature de l'armistice par le maréchal Pétain, le 18 juin, le général de Gaulle, de Londres même, par la radio, lance un appel à la résistance. Alors, les Français n'ont pas dit leur dernier mot, mais leur situation est extrêmement dramatique. Alors, après que les Pays-Bas, après que la Belgique et la France, bien sûr, aient déjà tombé, après que la Pologne soit déjà un souvenir, eh bien, le Royaume-Uni reste le dernier rempart de la démocratie en Europe à cette époque. Et à la tête du Royaume-Uni se trouve Winston Churchill depuis le 10 mai 1940. Alors, d'où à octobre 1940, ça va être la fameuse bataille de l'Angleterre qui oppose l'Allemagne au Royaume-Uni pour la maîtrise du ciel. Alors, une bataille lourdement menée où est-ce que les Anglais vont résister tant bien que mal aux assauts de l'Allemagne. Les Britanniques vont sortir victorieux de cette bataille, en partie grâce à leur flegme et à leur courage, mais aussi grâce au radar, invention nouvelle qui permettait de prévoir où les Allemands, la force aérienne allemande allait frapper. Or donc, cette invention du radar va rendre de précieux services aux Britanniques pour résister à l'invasion allemande. Malgré tout, les Britanniques sont loin des sorties d'affaires. Ils ont besoin d'être ravitaillés. Et ce sont les Américains qui vont le faire. Donc, les Américains vont ravitailler les Britanniques via l'Atlantique. Et c'est là que va se dérouler l'enjeu de la bataille de l'Atlantique.
Ainsi donc, comme on peut le voir, au début de cette Deuxième Guerre mondiale, tout semble réussir à Hitler et aux Allemands. Et c'est à cette occasion-là que Hitler va éventuellement faire ce qu'on considère désormais comme une erreur. Du moins, c'est un grand acte d'audace qu'il va avoir l'occasion de regretter par la suite. C'est que le 22 juin 1941, se sentant prêt à bientôt gagner du côté des Anglais, Hitler va déclencher ce qu'il va appeler l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'offensive à l'Est. Rappelons-nous qu'il y avait un pacte de non-agression entre Staline et Hitler, alors ce pacte de non-agression est laissé de côté par Hitler. Il se croit capable de se passer maintenant de ce pacte avec Staline et donc d'envahir la portion orientale de l'Europe. Alors, cette offensive d'Hitler entre dans le cadre de la conquête de l'espace vital et de la lutte contre le communisme. Rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les fascistes d'un côté et les communistes de l'autre. Alors, 5,5 millions de soldats allemands seront envoyés sur le front russe. Alors, on croit pouvoir s'emparer rapidement des territoires russes et justement, en 3 mois, les États baltes, l'Ukraine, qui était le grenier à blé de la Russie, et la Biélorussie sont occupés. Et Leningrad est bientôt assiégé. Alors, tout ce geste audacieux de la part d'Hitler semble lui réussir. Mais, en décembre, alors que l'hiver a été précoce, l'offensive s'arrête devant les portes de Moscou. Et c'est là que ça commence à aller mal pour les Allemands. Alors, Staline, de son côté, lance un appel à une guerre patriotique. Alors, la guerre Hitler-allemande commence à piétiner en Russie. D'autre part, je l'ai mentionné précédemment, dès 1941, les États-Unis apportent un soutien actif aux adversaires de l'Axe. Alors, ce soutien se traduit par une loi prêt-bail qui concerne même l'URSS. Alors, les Américains vont prêter de l'argent aux Anglais et même aux Russes. Mais les États-Unis n'interviennent pas encore militairement. Hein. Rappelez-vous qu'on est dans une période d'isolationnisme. Alors, du côté des États-Unis, on est encore frileux à l'idée d'intervenir d'un point de vue militaire. Mais évidemment, du côté des pays de l'Axe, notamment du Japon, il est de plus en plus difficile d'accepter cette aide qu'obtiennent les Russes et les Anglais. Et d'autre part, il y a une longue série de contentieux qui existent aussi depuis des décennies entre le Japon et les États-Unis. Alors, le Japon décide d'obliger les États-Unis à se commettre. Alors, le 7 décembre 1941, des avions japonais vont détruire la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor, donc dans la région d'Hawaï. Alors, les États-Unis voient leur flotte détruite en grande partie, et suite à ça, ils n'ont plus le choix, leur honneur le dicte, les États-Unis vont décider d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. De son côté, victorieuse jusqu'en 1942, l'Allemagne nazie occupe la plus grande partie du continent européen. Et dans la perspective d'une guerre longue, les Allemands mobilisent des millions de travailleurs étrangers pour répondre aux besoins de leur économie. Contre les Juifs, les Tziganes, les nazis vont appliquer ce qu'on va appeler la solution finale. C'est que Hitler, on l'a vu précédemment, veut le triomphe de la race aryenne qu'il associe aux Allemands. Et donc, pour les nazis, la guerre est aussi une guerre d'anéantissement. Et celle-ci se déroule en Europe. Alors, on veut se débarrasser des races inférieures ou des races indésirables. C'est là le point de vue d'Hitler et des nazis. Alors, c'est à cette occasion-là que les premiers camps de concentration vont être ouverts dès 1933. Alors, au début, ce ne sont pas encore des camps d'extermination. Ils sont surtout destinés aux opposants et aux résistants. Néanmoins, la mortalité dans les camps de concentration est très élevée dès le début. Alors, il y a du travail forcé, il y a aussi la question des maladies, il y a aussi des expériences chirurgicales qui vont être menées sur des prisonniers et on procède fréquemment à des exécutions sommaires. Pourtant, comme je l'ai dit, ces camps ne sont pas encore les camps d'extermination qu'ils vont devenir. Le pire s'en vient. Alors, durant cette période, les nazis ont tendance à diaboliser les Juifs. Ils les concentrent d'abord dans des ghettos, comme à Varsovie, où est-ce que 500 000 Juifs vont être entassés dans un quartier de la ville. Et en Europe, les nazis font de plus en plus, durant les années 30, le recensement des Juifs. Et de nombreuses
professions sont interdites aux Juifs. Alors donc, on les met de plus en plus de côté au banc de la société. D'ailleurs, l'inscription juif est apposée sur leur papier d'identité et dès 1942, le port de l'étoile jaune est obligatoire pour tous les Juifs. Donc, ils doivent s'identifier même physiquement comme étant juifs pour que tout le monde sur la rue sache qui ils sont. Alors, éventuellement, les nazis veulent apporter une solution finale au problème juif, ce qu'ils considèrent comme le problème juif, et la décision de liquider physiquement tous les juifs d'Europe dans des camps spéciaux, c'est-à-dire des camps de concentration, a été prise par Hitler en août ou septembre 1941. Et c'est à ce moment-là que la véritable boucherie va commencer. Alors, les camps d'extermination, comme on les appelle, se situent en Pologne. Le plus important d'entre eux étant Auschwitz-Birkenau, où 1 million de Juifs et de Tziganes y sont exterminés. Et c'est généralement par train que les déportés arrivent au camp. Et après une longue route meurtrière, parce que beaucoup des prisonniers qui sont dans les wagons manquent d'air et finissent par mourir en chemin. Donc, après une longue route meurtrière, un premier tri est fait à l'arrivée entre les travailleurs forcés et ceux qui vont être destinés aux chambres à gaz, où est-ce qu'ils vont tout de suite rencontrer la mort. Et la première utilisation d'une chambre à gaz pour exécuter les Juifs est attestée en mars 1943. Alors, 1492 personnes d'un convoi de 2000 Juifs du ghetto de Varsovie vont être gazés à cette occasion-là. Et ils ne seront malheureusement pas les derniers. Et l'extermination systématique des Juifs et des Tziganes va faire plus de 5 millions de morts. Et c'est ce qu'on a appelé, évidemment, le génocide juif. Donc, la volonté de détruire un peuple totalement. Alors, c'est ce qui se trame en Europe durant la Deuxième Guerre, alors que les Américains commencent à s'impliquer dans cet immense conflit mondial. Alors, nous verrons dans les prochaines capsules comment les Alliés vont finir par renverser la vapeur, remporter de plus en plus de victoires et éventuellement remporter l'issue finale de ce conflit mondial.